L'hôpital où Ariké venait de passer quelques jours se dressait au cœur de la ville, juste en face du grand rond-point qui divisait les deux principaux axes du pays. C'était le seul hôpital public de cette petite cité du centre, et son bâtiment grisâtre, malgré sa modestie, restait le lieu où l'espoir et le désespoir se croisaient chaque jour. La maison de maman Brunel, elle, se trouvait plus loin, à la sortie de Glazoué, dans une ruelle poussiéreuse faisant face à la société béninoise de brasserie. Pour y retourner, il lui aurait suffi de parcourir à pied environ 2 kilomètres. Mais Ariké n'avait plus rien à y faire. Ce n'était plus une maison, encore moins un refuge. Alors, au lieu de prendre le chemin de son ancienne famille d'accueil, elle prit la voie opposée, celle qui traversait le grand marché et continuait vers le sud du pays. Ses pas étaient lourds et mécaniques. Elle avançait comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, résignée, silencieuse. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle marchait quand même, comme si compter les pas lui permettait de tenir debout. Par moments, le klaxon aigu d'une moto la ramenait brutalement à la réalité, brisant le flot de ses pensées vagabondes. Et bientôt, ce serait au tumulte du marché de l'engloutir. Le marché de Glazoué, véritable centre carrefour commercial, occupait une place centrale dans la région. On le classait parmi les 3 plus importants du pays. C'était un marché-centre, un point de rencontre où affluaient non seulement les villes voisines mais aussi les pays limitrophes. Au nord, les allées étaient tenues par des femmes réputées pour leur savoir-faire culinaire. Le simple parfum des condiments qu'elles vendaient, piments, épices, herbes et sauces, donnait l'impression d'entrer dans une cuisine magique. Plus au centre, c'était le royaume de la diversité. Chaque hangar regroupait un produit spécifique, parfois même des vendeurs d'un même terroir. On y croisait par exemple les femmes de Bessie, spécialistes des galettes d'arachide, les fameux cluclis, qu'elles préparaient et vendaient avec une dextérité héritée de leurs ancêtres. Au sud, le marché se transformait en une immense gare routière. Là, taxis et bus attendaient, moteurs vrombissants, prêts à s'élancer vers toutes les régions du pays. Autour s'amoncelaient des sacs de céréales et des tubercules, haricots, riz, vanzou, mil et yamba, et surtout le véritable laboko, fierté des Idaja réputés dans tout le pays. Ariké se laissa porter par la foule, des bruits de marchandage éclataient à chaque pas, des voix se levaient, des rires fusaient. Trop de choses à voir, trop de choses à entendre en même temps. Ici, c'est la loi de la jungle. Chaque vendeur inventait 1000 ruses pour écouler sa marchandise. Mais ceux dont il fallait le plus se méfier, c'étaient les jeunes poussiers. Ces garçons robustes, souvent élèves le mardi après-midi et les mercredis soirs se transformaient en porteurs le reste du temps. Avec les chariots métalliques à 2 roues, ils transportaient des bagages impressionnants contre quelques pièces. Leur mot d'ordre était la vitesse, parfois au prix de la brutalité. Leur voix retentissait sans cesse, scandant en chœur leur slogan « Ago, 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 ago ». Une manière d'exiger le passage sans jamais demander poliment. Leur force brutale faisait régulièrement des victimes. C'est justement l'une de ces scènes qu'Ariké aperçut ce jour-là. Une vieille dame venait d'être renversée gisant au sol, blessée sans défense. Le chariot qui l'avait percuté poursuivait déjà sa route indifférent. Le cœur d'Ariké se serra. Elle connaissait trop bien ce sentiment, être piétinée puis laissé derrière comme si l'on n'existait pas. Il était déjà 17 heures. Le ciel s'assombrissait rapidement et de lourds nuages s'amoncelaient, menaçant comme les poings d'un boxeur prêt à s'abattre.
Quelques gouttes grosses et lourdes tombaient sur le marché, annonçant l'orage. Aussitôt, une agitation fébrile gagna les étals. Chacun se dépêchait de couvrir ses marchandises, de tirer des bâches, de protéger ce qu'il pouvait sauver de la pluie. Au milieu de ce tumulte, Ariké sans réfléchir s'élança vers la vieille dame que le chariot de pousse-poussier avait renversée. Le garçon indifférent avait poursuivi sa course sans même se retourner. La pauvre femme blessée et désorientée peinait à se relever. « Tenez, maman, appuyez-vous sur moi » murmura Ariké en lui tendant la main. La dame ne protesta pas, docile, elle se laissa guider. Ensemble, elle rejoignit un hangar à proximité où elle put s'asseoir à l'abri. Après quelques instants, il apparut que par chance, la chute n'avait pas causé de blessures graves. La vieille femme soupira longuement, secoua la tête et dit dans un souffle reconnaissant « Oh mon kidon, kouche titi, merci beaucoup ma fille. Kotobe inan. » « Je vous en prie, maman, répondit doucement Ariké. Mais faites attention à vous, ces pousse-poussiers ne regardent jamais devant eux. La pluie, après avoir martelé bruyamment les tôles et les étals, finit par ralentir son élan. L'air était rafraîchi, imprégné d'odeur de terre mouillée. Ariké s'apprêtait à repartir, mais la dame l'arrêta d'un geste de la main. Elle plongea dans son akpogan, ce petit porte-monnaie que les femmes attachent au bas-ventre, et en ressortit un billet de 2000 francs qu'elle tendit à la jeune fille. « Prends, c'est pour toi, dit-elle avec insistance. Ariké secoua la tête, gênée. « Non, maman, je ne peux pas accepter, je n'ai rien fait de grand. » La vieille femme insista, mais la jeune fille resta ferme dans son refus. Touchée par tant de dignité, elle le fixa un moment avant de lui demander « Alors, dis-moi au moins ton nom et celui de tes parents. J'aimerais les remercier d'avoir donné naissance à une fille aussi grand cœur. » Le visage d'Ariké s'assombrit aussitôt. Ses yeux se voilèrent, son sourire s'éteignit. La dame comprit immédiatement que derrière ce silence se cachait une histoire lourde, trop lourde pour un enfant. Elle l'invita à s'asseoir sur un sac d'igname à ses côtés, comme pour l'offrir un peu de réconfort. Ariké hésita un instant, puis céda. « Je m'appelle Ariké, souffla-t-elle, et je n'ai pas de famille. » La vieille femme sursauta. « Comment ça, ma fille ? Nous avons tous une famille. Tu viens forcément de quelque part et tu vas forcément quelque part aussi. » Ariké resta muette un long moment. Enfin, elle la laissa tomber dans un murmure brisé. « Oui, je cherche juste où rester. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les ravala aussitôt. La dame posa une main douce sur son épaule. Elle ne posa plus de questions. Son instinct de mère lui disait qu'il fallait attendre. « Reste avec moi, dit-elle enfin, juste le temps que je comprenne ton histoire, mais surtout le temps que tu reprennes tes forces. » « Mais maman, vous ne me connaissez pas. » m'a esquissa un sourire. « Et toi, tu m'as aidé sans me connaître. Pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose? Mon nom est Inès Ada, mais tout le monde m'appelle maman Olga, du prénom de ma fille. Je suis commerçante à Parakou. Je viens ici 2 fois par mois pour m'approvisionner. Reste là, le temps que je finisse mes courses. Ensuite, nous en reparlerons. » Pendant qu'elle achevait ses achats, maman Olga interrogea quelques collègues, des vendeuses et des commerçants qu'elle connaissait bien. Mais personne ne savait qui était Ariké ni d'où elle venait. La jeune fille semblait être une étrangère pour tous. La pluie avait cessé, le marché s'apaisait peu à peu, laissant derrière lui l'odeur de terre mouillée et la fatigue d'une journée de travail. Quand maman Olga revint, ses bras chargés de colis, elle avait pris soin d'apporter quelque chose. Elle avait pris soin d'apporter aussi quelques vêtements propres et de quoi nourrir Ariké. Elle lui donna à manger puis l'invita à se reposer. «
Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres commerçantes venues de loin, elles dormirent toutes dans le magasin, non pas par manque de moyens, mais pour rester proches de leurs marchandises. Ces femmes étaient des guerrières, habituées à ce mode de vie rude. Ariké blotti dans un coin, sentit pour la première fois depuis longtemps une présence rassurante. Peut-être pensa-t-elle que la vie n'avait pas totalement décidé de l'abandonner. Le lendemain, la journée s'écoula paisiblement. Ariké, silencieuse mais attentive, suivit partout maman Olga. L'aidant à porter des paniers, à négocier des prix, à choisir les marchandises. Loin d'être dupe, la commerçante profitait de chaque instant pour interroger discrètement ses amis, ses collègues et même quelques vendeurs venus d'autres terroirs. « Vous connaissez cet enfant ?» demanda-t-elle souvent. Mais partout, la même réponse. Un hochement de tête, un regard incertain, Ariké restait une inconnue comme tombée du ciel. Vers 13 heures, alors que leurs emplettes touchaient à leur fin, elles se dirigeaient vers la camionnette où l'on chargeait déjà les sacs de mil de haricots et d'ignamba. Les vibraient des cris des chargeurs, du bruit des sacs qu'on entassait les uns sur les autres. C'est alors que, dans le tumulte, une voix perça le vacarme, une voix glacée, déformée par la rage. Petite sorcière, voleuse. Ariké n'eut pas le temps de se retourner. Un coup violent s'abattit dans son dos, la projetant presque au sol. Elle poussa un cri de douleur. Devant elle se tenait maman Brunelle. Ses yeux lançaient des éclairs, ses traits déformés par la haine. « Tu as tué mon mari, hurla-t-elle. Tu as voulu tuer mon fils unique et comme tu as échoué, tu as inventé une histoire de viol. Et pour couronner le tout, tu m'as volé 40 000 francs CFA. » Comme des mouches sur un fruit pourri, la foule s'attroupa aussitôt, avide de spectacle. Chacun murmurait, commentait, inventait déjà sa version. Maman Olga, indignée, interposa, épaulée par quelques bonnes dames du marché. Elle arrachait Ariké des mains de son agresseuse. « Mais enfin, madame, êtes-vous folle ?» lança l'une d'elles. « Comment osez-vous frapper une enfant ainsi devant tout le monde ?» Maman Brunelle ricana le regard fou. « Une enfant? Vous appelez ça une enfant? C'est une meurtrière, une voleuse, une sorcière. » Les insultes pleuvaient sans fin. Elle brandit même une palette neuve qu'elle venait d'acheter et tenta de s'en servir comme d'un bâton pour la rouer de coups. Mais cette fois, la foule réagit. Trop, c'était trop. Même ceux qui ignoraient l'histoire prirent la défense d'Ariké. La pauvre fille, déjà à moitié déshabillée par la brutalité de l'attaque, tremblait de honte et de peur. Maman Olga la saisit par la main et la protégeant de son corps, l'entraîna à travers la foule pour la mettre en sécurité dans un hangar. Pendant ce temps, maman Brunelle continuait de crier à qui voulait l'entendre sa version mensongère. Un viol inventé, un vol de 40 000 francs, une domestique sorcière. Mais quand maman Olga revint, décidée à obtenir des explications, la vipère avait disparu. Alors, tout devint clair pour elle. Cet enfant ne pouvait plus rester seul. Quoi qu'il en coûte, elle l'emmènerait avec elle. Le trajet Glazoué à Parakou s'étend sur près de 200 km. Ce jour-là, pour Ariké, chaque kilomètre résonnait comme une éternité. Assise à l'arrière de la camionnette, elle ne cessait de pleurer. Malgré les mots rassurants de maman Olga, elle tentait de lui redonner courage. « Ma fille, ne pleure plus, tu es avec moi maintenant. Le ciel n'abandonne pas ses enfants. » Mais rien n'y faisait, les larmes coulaient comme une rivière trop longtemps retenue. La nuit était tombée quand aux environs de 21 heures, la camionnette s'arrêta enfin devant une boutique du marché dépôt de Parakou. Les autres dames restaient pour décharger leurs marchandises. Maman Olga, elle, confia ses colis au chauffeur, puis attrapa Ariké par la main. « Viens », dit-elle simplement. Elles appelèrent un taxi-moto et dans la pénombre de la grande ville en effervescence, disparurent toutes deux, emportant avec elles
le début d'une histoire nouvelle.